La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je vous parle de deux choses. Premièrement, il y a le gouvernement fédéral qui vient de présenter son budget 2025. On parle d'un déficit de 78 milliards de dollars et d'une explosion des dépenses. Et deuxièmement, je vais vous parler de ce qui se passe présentement sur les marchés boursiers avec Warren Buffett qui est rendu avec un encaisse record, Michael Burry qui mise sur la chute de Nvidia et Palantir. Et finalement, je vais vous parler de Meta qui a baissé de plus de 15% depuis le dévoilement de ses résultats financiers. Et je vais commencer tout de suite en vous parlant du budget fédéral 2025. Question de vous résumer les grandes lignes et de vous donner mon opinion là-dessus. Premièrement, pas de surprise, le déficit budgétaire du gouvernement du Canada a encore augmenté. On parle d'un déficit de 78 milliards de dollars. Et ce qui explique ce déficit-là, c'est qu'il y a énormément de nouvelles dépenses du côté du gouvernement fédéral. On parle entre autres de nouvelles dépenses de plus de 58 milliards de dollars sur 5 ans pour la défense du pays. Et 58 milliards, ça représente environ 40% des nouvelles dépenses du gouvernement fédéral. Clairement, le budget démontre que le gouvernement Carney, il veut miser sur l'industrie de la défense. Et je peux comprendre la logique derrière l'augmentation des dépenses militaires, dans le sens que, premièrement, on a une cible de 2% du PIB qui devrait être investi dans la défense selon l'entente qu'on a avec les autres membres de l'OTAN. Et il y a aussi l'aspect de ne plus dépendre essentiellement de la protection des États-Unis du côté militaire, mais en même temps, dans le budget du gouvernement, ils disent aussi qu'ils veulent rendre l'État plus efficient et qu'ils vont être en mesure d'économiser 60 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Et une des manières de couper dans les dépenses du gouvernement du Canada, ça va être de réduire de 10% les effectifs de la fonction publique. Autrement dit, ils devraient abolir à peu près 40 000 postes de fonctionnaires du côté fédéral. Et ça, c'est toutes des informations que vous allez entendre dans les médias traditionnels, mais moi, je vais aborder quelque chose que j'ai pas vu passer dans les médias. Pourtant, ça a attiré mon attention. Si on regarde les dépenses dans le budget fédéral, on peut constater quelque chose d'un peu inquiétant. Le gouvernement du Canada, il va dépenser 55 milliards de dollars en 2025 pour payer les intérêts de la dette publique. Et 55 milliards, c'est exactement le même montant que le Canada va envoyer aux provinces pour aller financer le système de santé, ce qu'on appelle le transfert canadien en matière de santé. Et le problème avec ça, c'est que pour chaque dollar investi dans les hôpitaux et les soins de santé, il y a un autre dollar qui part directement pour payer les intérêts de la dette. Autrement dit, c'est 55 milliards qui ne financent aucun service public, aucune infrastructure, ça sert juste à payer des années de déficit chronique, et c'est ça qui est insoutenable avec des déficits budgétaires qui ne font qu'augmenter. Ces déficits-là, c'est de la dette qu'il va falloir rembourser dans le futur, et logiquement, une dette, ça vient avec des intérêts. Et je le répète, en 2025, la dette du Canada dépasse 1400 milliards de dollars et le gouvernement dépense autant en paiement d'intérêts que pour les dépenses dans le secteur de la santé. Et c'est pour ça que c'est grave, les déficits budgétaires et la dette publique. On s'en rend pas compte, c'est des chiffres astronomiques, mais dites-vous que l'impôt qu'on vous prend aujourd'hui, là-dedans, il y a 55 milliards qui vont uniquement servir à payer les dettes du passé. Et pour conclure sur le budget fédéral, cette année, le gouvernement Carney a une approche un peu différente d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de splitter le déficit en deux segments. D'un côté, tu as les dépenses et de l'autre côté, tu as les investissements. Et c'est bien beau tout ça, mais à court terme, un investissement, ça reste une dépense. Et l'idée derrière ça, c'est que certaines dépenses pourraient potentiellement générer de l'argent dans le futur et être bénéfique pour l'économie canadienne. Mais encore une fois,
j'ai pas des grosses attentes par rapport au retour sur investissement quand c'est le gouvernement qui joue aux spéculateurs avec les fonds publics. Historiquement, ils n'ont pas un taux de succès très impressionnant. En fait, à date, la seule chose qu'ils nous ont prouvé, c'est qu'ils sont des experts pour accumuler des déficits. S'endetter pour financer des dépenses gouvernementales, c'est pas une stratégie, c'est pelleté par en avant et malheureusement, ce sont toujours les contribuables qui vont devoir en payer le prix. Quand tu as un déficit de cette ampleur-là, ça veut dire que tu crées de l'argent en l'empruntant et c'est pas de l'argent que tu as collecté à la population avec des taxes ou des impôts, c'est des nouveaux dollars qui sortent de nulle part et que tu viens injecter dans l'économie. En faisant ça, ça stimule artificiellement la demande sans qu'il y ait une hausse de la productivité et c'est ça qui peut mettre une pression haussière sur les prix. Il faut bien comprendre qu'un déficit, ce n'est pas systématiquement inflationniste. Par contre, le phénomène de l'inflation, c'est en partie causé par le fait qu'il y a trop d'argent qui court après trop peu de produits-services. C'est-à-dire qu'il y a un débalancement entre l'argent qui est disponible versus ce qui a été produit dans l'économie. Et en septembre, le taux d'inflation au Canada est rendu à 2,4 %. Donc, on est loin d'être dans une phase de déflation. Donc, c'est sûr que de voir le gouvernement fédéral augmenter considérablement ses dépenses dans un budget qui est déficitaire, c'est clairement pas une bonne nouvelle, là. C'est pas parce que le gouvernement Carney nous dit qu'il y a une partie des dépenses qui sont dues à des investissements que ça signifie qu'il va réellement y avoir un retour sur ces dépenses-là. Bref, c'est mon avis par rapport au budget fédéral de 2025. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux couvrir sommairement ce qui se passe du côté de la bourse depuis les résultats financiers de la fin du mois d'octobre. Il y a quelques jours consécutifs de baisse sur les marchés américains et là, le monde commence déjà à paniquer. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rendent les investisseurs un peu nerveux et qui les font douter finalement de l'engouement pour l'IA. Et une des personnes qui joue un rôle là-dedans, c'est Warren Buffett, c'est-à-dire que le dernier rapport de Berkshire Hathaway, qui est la société de Warren Buffett, montre que la société détient maintenant 382 milliards de dollars en encaisse, donc ça c'est de l'argent qui n'est pas investi et ce montant-là, c'est un record pour l'entreprise et pour ceux qui considèrent Warren Buffett comme l'un des meilleurs investisseurs, ça les fait douter par rapport au niveau des valorisations actuelles parce que si Warren Buffett préfère garder des centaines de milliards en liquide plutôt que de les placer en bourse en achetant des actions d'autres compagnies, ça en dit long sur sa perception du risque actuel et des valorisations des entreprises, particulièrement du côté du secteur technologique. Et l'autre affaire qui semble avoir causé un vent de panique sur les marchés américains, c'est le plus récent document 13F de Scion Capital. Scion Capital qui est le fonds géré par Michael Burry, qui est le premier investisseur qui avait anticipé et misé sur la crise financière de 2008. C'est le gars du film The Big Short. Et bref, le formulaire 13F, c'est un document obligatoire à remplir pour les personnes qui gèrent plus de 100 millions de dollars en actifs. Et avec le document 13F de Scion Capital, on a pu voir que le fonds, en fait, 80% de son portefeuille est investi dans des options de vente sur Nvidia et Palantir. Donc, des options de vente, c'est une mécanique qui permet de faire de l'argent lorsque le prix d'une action baisse. Tu peux faire de la vente à découvert en vendant les actions puis en les rachetant à un prix plus bas, ou tu peux acheter des options de vente, ce qu'on appelle des puts, et là également, tu peux faire un profit lorsque le prix de l'action descend. Donc, autrement dit, on a pu voir que Michael Burry il est en train de miser sur la baisse du prix des actions de Nvidia et Palantir. Et comme vous pouvez vous en douter, cette nouvelle-là a causé une espèce de vague d'anxiété par rapport aux valorisations de Nvidia et Palantir. Le prix des deux actions est à la baisse depuis cette annonce-là. Par contre, gardez en tête que Michael Burry,
il n'a pas toujours raison non plus. Là. En janvier 2023, il avait tweeté un seul mot, il avait tweeté « sell », donc « vendre ». Pourtant, juste à regarder l'évolution des marchés depuis ce temps-là, vous allez voir que c'est une belle croissance. Et même lui, il a admis que c'était une erreur de vendre à ce moment-là. Et tout ça pour dire que quand les marchés sont à des sommets historiques comme ça et que les valorisations de certaines entreprises sont aussi élevées, ben ça prend pas grand-chose pour que les investisseurs se mettent à vendre parce qu'ils pensent que c'est le début d'une grosse correction. De mon côté, clairement, je ne vois pas vraiment d'opportunité d'investissement dans le secteur technologique. Au prix actuel, il n'y a aucune compagnie qui me paraît grandement sous-évaluée. Je pense qu'il y a des secteurs comme l'industrie pharmaceutique et le secteur de l'énergie. Là, il y a potentiellement des opportunités d'achat pour le long terme. Mais malgré tout ça, malgré les valorisations super élevées, ça ne veut pas dire qu'on se dirige à court terme vers une correction ou un marché baissier. Évidemment, ça reste quelque chose à surveiller et si c'est le cas, ben c'est là qu'on va avoir des deals pour le long terme. Pour le moment, je ne suis pas un acheteur d'actions pour mon portefeuille à long terme, comme vous avez pu le constater si vous suivez assidûment les épisodes. Et pour terminer, étant donné que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe avec Meta suite à ses earnings, donc à ses résultats financiers. Comme vous le savez, Meta, c'est la compagnie derrière Facebook, Instagram et WhatsApp. Et le 29 octobre, Meta a publié le meilleur chiffre d'affaires de toute son histoire. On parle de plus de 51 milliards de dollars en revenus, ce qui est une croissance de 26% comparativement à l'année passée. Mais malgré ça, l'action de Meta a chuté de près de 10% après les résultats financiers. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi le marché y vend une entreprise qui affiche une croissance record de son chiffre d'affaires? En fait, une partie de la réponse, c'est du côté du bénéfice par action. Meta a rapporté un bénéfice par action de seulement 1,05$ et les analystes s'attendaient à un bénéfice de 6,70$ par action. Et oui, sur papier, ça a l'air d'un désastre, mais en réalité, c'est pas une vraie baisse des profits. C'est à cause d'une charge comptable de 15,9 milliards de dollars qui est liée à la réforme fiscale de Trump. Donc, en d'autres mots, c'est une dépense non récurrente. Là. Et si on l'enlève, si on enlève puis on fait l'ajustement, le bénéfice par action, il aurait été de 7,25$, donc bien au-dessus des attentes des analystes. Le problème, c'est que le marché, il ne va pas toujours lire les notes de bas de page et il voit juste le bénéfice qui s'effondre et il réagit en conséquence. L'autre problème majeur de l'entreprise, c'est que les dépenses explosent et je pense que c'est ça qui inquiète le plus les investisseurs par rapport à Meta. Selon la CFO, les dépenses vont accélérer encore plus vite en 2026 à cause de 3 principaux facteurs: la construction de centres de données, la hausse du coût des services cloud et la hausse des salaires liés à l'embauche d'employés en intelligence artificielle. En gros, Meta dépense des milliards de dollars pour bâtir une infrastructure autour de l'IA, mais il n'y a pas de garantie de retour sur investissement à court terme. Et ça, ça crée une tension entre les énormes investissements pour l'intelligence artificielle versus les attentes des investisseurs concernant des rendements à court terme. En résumé, il faut comprendre que Meta génère plus d'argent que jamais en termes de chiffre d'affaires, mais ses dépenses augmentent encore plus vite. Le marché n'a pas puni sa performance en soi, il a puni la trajectoire des coûts et également la vision à long terme de Mark Zuckerberg, qui lui demande encore des milliards d'investissements pour l'IA avant de peut-être générer des profits avec ça. Meta mise énormément sur l'IA et si la stratégie fonctionne, bien évidemment, ça pourrait être payant à long terme, mais à court terme, les actionnaires ne sont pas super contents par rapport à ça. De mon côté, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une grosse position dans Meta depuis le crash de 2020. Au fait, Meta, c'est la 3e plus grande position de mon portefeuille après Microsoft et Netflix. Donc, pour ma part, évidemment, je n'ai pas vendu suite aux résultats financiers de Meta. Au fait,
Je surveille de près le prix des actions pour potentiellement en racheter, mais c'est sûr que de un, je suis pas super pressé parce que ma position dans Meta, ça représente déjà 9% de mon portefeuille, et de deux, au prix actuel, Meta, il me semble pas encore sous-évalué par le marché. Ça peut être un bon prix d'entrée pour quelqu'un qui a aucun investissement dans Meta et qui croit en cette compagnie-là, mais de mon côté, ça m'apparaît pas comme l'opportunité du siècle, contrairement à quand j'ai grossi ma position au mois de mars ou d'avril, quand il y a eu la correction à cause des tarifs douaniers de Trump. Mais tout ça pour dire que je suis encore très confiant vis-à-vis Meta. C'est juste que au prix actuel, je n'ai pas racheté d'actions et je n'ai pas fait non plus d'autres achats pour mon portefeuille à long terme. Si j'en parle pas dans le podcast, c'est parce que je fais pas de transactions. Je veux toujours rester transparent avec vous. Je suis pas en train de vous cacher mes transactions boursières. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas de deal, du moins à mes yeux. Et les opportunités qu'il y a, par exemple dans le secteur pharmaceutique, j'ai déjà des positions importantes dans ce secteur-là. Tout ça pour dire que je reste patient. J'attends de vraiment trouver des deals. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas en ce moment. Ça veut dire que pour moi, avec les positions que j'ai actuellement dans mon portefeuille, en considérant ma pondération dans tel ou tel secteur, ma diversification, tout ça, pour moi, il n'y a pas rien qui m'incite à acheter présentement. Et sur ça, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode spécial du jeudi. J'avais trop d'affaires à vous parler avec le budget fédéral puis qu'est-ce qui se passe sur les marchés boursiers. Si vous avez apprécié le contenu, si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.